Super. Ben, en fait, c'est dans le même sujet. Merci, merci Madame Hélène. Et ça va être très rapide. Alors, pour faire la prise en charge du traitement de l'asthme, j'ai essayé de simplifier au maximum et d'adapter les consensus internationaux à notre contexte, à ce que nous faisons nous dans la vie de tous les jours. Après, c'est vrai, ce que je vous présente là, c'est pas forcément, je veux dire, la panacée. Mais s'il y a des alternatives ou s'il y a d'autres choses, il faudrait qu'elles soient confiées quand même à des spécialistes en pneumo-allergologie pédiatrique. Donc, quels sont les objectifs de la prise en charge? Je crois qu'on doit avoir dans notre tête le contrôle de la maladie asthmatique. C'est quoi le contrôle de la maladie asthmatique? C'est que l'enfant doit mener une vie normale. Comme un enfant non asthmatique, il doit pouvoir dormir, jouer, aller à l'école, faire du sport avec le minimum de médicaments et le minimum d'effets secondaires. Alors, quand on a un diagnostic d'asthme, ce sont des épisodes répétés de dyspnée sifflante, je ne vais pas revenir sur tout ça, c'est pas le but aujourd'hui. On fait une évaluation initiale et on se dit, est-ce que c'est un asthme intermittent, une ou deux exacerbations légères qui surviennent dans l'année à des périodes où les viroses sont importantes, etc., qui ne retentissent en rien sur la vie de l'enfant, ou bien est-ce que c'est un asthme un petit peu plus persistant avec des symptômes un petit peu plus prononcés, ça tousse, ça siffle, et c'est vrai que la sévérité est très 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 variable d'un enfant à l'autre. Alors je vous dis quand même un petit mot avant de démarrer, c'est que actuellement la sévérité de l'asthme n'est considérée qu'après traitement, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on a contrôlé l'asthme, c'est la charge thérapeutique qui nous donne la sévérité. Je vous explique quoi. Si l'enfant est contrôlé par un tout petit peu ou une toute petite dose de corticoïdes inhalés ou bien juste par des bêta-2 à la demande, ça veut dire que son asthme n'est pas sévère. Si l'enfant, pour le contrôler, on a besoin de donner des fortes charges de corticoïdes inhalés ou bien des associations, à ce moment-là, on considère qu'on est dans un asthme persistant plus sévère. Est-ce que vous avez cette notion en tête? En fait, c'est la charge thérapeutique qui nous dit après, a posteriori, quelle est la sévérité de l'asthme. Mais quand on voit l'enfant pour la première fois, on est bien obligé d'évaluer d'abord la situation pour savoir quel traitement donner. Donc, on fait un schéma thérapeutique personnalisé, on le verra tout à l'heure, basé sur le contrôle de l'environnement, les bronchodilatateurs, les corticoïdes inhalés ou les associations. Ensuite, on fait un suivi au long cours, on évalue la réponse au traitement, le contrôle, et on fait une réadaptation du traitement en fonction du contrôle. Le traitement de l'asthme, de la prise en charge, c'était pas comme il y a très longtemps, on fait donner un traitement et bye bye, on se revoit l'année prochaine. Non, c'est évaluation chaque mois, c'est réadaptation du traitement à chaque consultation. Alors, je vous dis, grosso modo, le contrôle de l'asthme. Nous, pédiatres, pour qu'un asthme soit contrôlé, on exige 0 symptôme. Rien. Il va bien. Il a rien, il n'a pas fait de crise. Ça, c'est un asthme bien contrôlé. Après, on a le partiellement contrôlé. On a des petits symptômes 2 fois par semaine. On utilise les bêta-2 un petit peu plus fréquemment. On se réveille parfois la nuit. Il y a un petit retentissement sur activité, un petit absentéisme scolaire de temps en temps. C'est pas franchement méchant, mais ça existe. Après, l'asthme non contrôlé, c'est vraiment des symptômes importants. L'état de l'enfant n'a pas changé du tout. On a donné le traitement, on n'arrive pas à gérer la situation, on fait des symptômes pratiquement quotidiens. L'enfant se réveille beaucoup la nuit, il s'absente beaucoup. Après, le VEMS, c'est vrai que nous, dans la pratique de tous les jours, franchement, moi, je le fais pas. Je n'y arrive pas parce que j'ai des enfants de plus en plus petits, faire le peak flow, etc. Et en général, on les voit dans des conditions de crise d'asthme. Donc, même quand on le fait, on n'a pas vraiment un état fiable de la situation. Après, c'est l'interrogatoire, si l'enfant a utilisé, si l'enfant a été hospitalisé les 6 mois auparavant. Donc tout ça, ça nous permet de... Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est asthme contrôlé égale pratiquement 0 symptôme. En fait, c'est ça l'asthme contrôlé. Alors, une fois qu'on a affirmé le diagnostic, quand démarrer le traitement, avec quelle molécule, à quelle dose, avec quelle technique, comment conduire, etc. C'est ce qu'on va essayer de répondre à ces questions assez rapidement. Donc, quand démarrer un traitement de fond, c'est quand on fait une évaluation clinique sur les 3 derniers mois, plus de 3 exacerbations, tout sifflement, plus d'1 fois par semaine, besoin fréquent en bronchodilatateur. S'il y a une notion d'hospitalisation, même durant les 6 mois précédents, si l'enfant a été hospitalisé, même s'il me dit j'ai été hospitalisé l'année dernière, moi je démarre le traitement. Parce que je me dis j'ai pas envie qu'il risque d'être réhospitalisé lors d'une infection virale ou d'une infection bactérienne. Ensuite, il y a des sifflements épisodiques, mais associés encore une fois à des facteurs de risque. Il y a
un tabagisme passif, il y a une pollution interne, intérieure et extérieure. Ben, nous, à Casa, tout le monde est pollué, donc la question ne se pose même pas. S'il y a des allergies associées, la rhinite, une allergie alimentaire, une dermatite atopique assez sérieuse, et s'il y a une maladie chronique sous-jacente, donc on a la main facile pour démarrer un traitement de fond. Le gold standard, je crois qu'on va pas revenir là-dessus, c'est les corticoïdes inhalés. Un asthme, ça se traite, moi, à mon avis, de l'avis, enfin, des pneumoallergologues et Casablanca et Herbaté, c'est les corticoïdes inhalés. Alors, les molécules en rouge, c'est ce qui est disponible au Maroc. Ok, donc on a le dipropionate avec le Clinilfor, l'Ercort, le miflazone. Miflazone, moi je l'utilise pas franchement parce que c'est en turbu et c'est pas facile à utiliser chez les petits enfants. La fluticasone avec le Flixotide 125 et 250. Fluticasone associé au salmétérol avec le Sérétide, le Saflu, le Sérétide discus qui existe. Mais il faut savoir que ces molécules n'ont pas l'AMM chez l'enfant de moins de 4 ans. D'accord, donc bon, on peut les utiliser hors AMM. D'ailleurs, je voulais demander au professeur de la cour. Ça nous arrive de les utiliser hors AMM, mais le cas est assez rare. Après, on a le budésonide, Pulmicort 100, 200, 400, et le turbualercin Bicort 200, 400, mais qu'on peut pas utiliser chez le petit enfant encore une fois. D'accord, et il faut toujours montrer la technique. Alors, les autres molécules disponibles, les antileucotriènes qu'on utilise assez souvent maintenant en association aux corticoïdes inhalés. Les chromones, elles sont pas dispo, donc vous les oubliez. C'est une molécule qu'on n'utilise pratiquement plus. Et la théophiline retard, non recommandée en monothérapie. Le problème de la théophiline, c'est que la dose toxique est très proche de la dose thérapeutique, mais on peut les utiliser en association aux corticoïdes inhalés. Il y a encore quelques formes dispo au Maroc. Je crois le Xanthium, Théostat, c'est encore disponible. Alors, juste un petit mot pour vous dire, les doses de corticoïdes inhalés, la faible, la moyenne, la forte dose. Pour le dipropionate, la faible dose, ça peut aller jusqu'à 250, mais la fluticasone, la faible dose, c'est 100. Il faut savoir que la fluticasone 50 n'est pas disponible au Maroc. Donc, on utilise ce qu'on a, on utilise 125, c'est pas un problème, ok? Et la dose maximale, et pour le dipropionate, c'est 800 à 1000 gamma. Pour la fluticasone, c'est 500, alors que je vois beaucoup d'enfants qui sont quand même sous Flixotide 125, 2 bouffées matin et soir sur une longue période. Il faut savoir quand même que ce sont des très fortes doses. Et puis pour le budésonide, c'est 800 microgrammes. Alors, voilà le protocole. Si l'enfant n'a pas été suivi, il n'est pas vu, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de traitement, vous le voyez pour la première fois pour de l'asthme. Vous le mettez en traitement initial, en général, corticoïdes inhalés à dose modérée. D'accord? Un milieu, on va dire. On consulte après 2 à 4 semaines, mais c'est toujours en fonction, moi c'est vraiment en fonction de mon impression clinique. Si je sens que le niveau socio-économique, le niveau, je veux dire, que l'enfant est éloigné, etc., je préfère le revoir beaucoup plus tôt. Si je vois que les parents sont accrocheurs, ils sont demandeurs de traitement, etc., je peux retarder. Donc en fait, tout est fonction de l'impression clinique initiale du médecin. Moi personnellement, c'est ce que je fais, mais on peut en discuter tout à l'heure. L'enfant, on le revoit après, il est bien contrôlé, on poursuit le traitement, on le revoit tous les 3 à 6 mois, et après, on diminue le traitement, voire on peut l'arrêter, on verra comment on peut faire. Si l'enfant est mal ou non contrôlé, on va passer à un palier supérieur du traitement. Mais quand je dis non ou mal contrôlé, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, parce que sinon ça va nous prendre 3 heures. Ça veut dire qu'il faut un traitement bien conduit. Bien conduit, avec une bonne technique d'inhalation, etc. C'est-à-dire, il faut revoir les causes du mauvais traitement du traitement de l'asthme. Et s'il est pas bien contrôlé, quand je dis bien, à condition que le traitement soit bien conduit, que l'enfant le prenne bien, de façon régulière, avec la bonne technique d'inhalation, à ce moment-là, on passe au palier supérieur du traitement, on reconsulte encore 2 ou 4 semaines après. S'il est bien contrôlé, on va essayer de poursuivre le traitement 3 mois et puis le revoir encore une fois et dès que ça se passe bien, on revient à un palier inférieur. Sinon, on maintient le traitement jusqu'à ce que l'enfant soit parfaitement contrôlé. Une fois qu'il est parfaitement contrôlé, on commence à passer à un palier inférieur. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que la prise en charge de l'asthme et le traitement de l'asthme, c'est pas un continuum tout le temps, la même chose. C'est on monte et on descend en fonction du contrôle. Donc, il faut qu'on ait dans la tête ce contrôle. Les techniques d'inhalation, j'en parle pas, enfin, je vais pas détailler. Toujours une chambre d'inhalation chez le petit. Insérer un masque pour le nourrisson, laisser respirer 6 à 10 fois, rincer la bouche ou brosser les dents. Toujours
toujours vérifier la technique d'inhalation à chaque consultation. Donc, une consultation d'asthme, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que l'enfant ramène sa chambre d'inhalation, on voit comment il va mettre le spray dedans, on le voit comment il respire, on corrige. Et je vous assure que c'est pas du temps perdu parce que l'enfant et les parents oublient. Au bout de 3 mois de traitement et de cas, ils oublient. Et après, ah non, mais ça y est, moi j'utilise plus la chambre d'inhalation. Un enfant de 5 ans, on lui met le spray comme ça dans la bouche, ça lui sort par le nez et le tour est joué. D'accord? Donc, il faut toujours vérifier ça. Alors, quels sont les protocoles? Voilà le protocole que j'ai simplifié. Je me suis inspirée du GINA, mais je l'ai simplifié. J'ai fait ce que nous, on fait dans la vie, dans la vraie vie, la vie de tous les jours. J'ai pas voulu trop détailler parce qu'après, on va rentrer. Il y a des alternatives. Le GINA propose des alternatives et nous, on les fait. En fonction des parents, en fonction de la famille qu'on a devant nous, en fonction du fait comment les parents accrochent au traitement. Mais ce qu'il faut faire, quand l'asthme est intermittent et que les choses sont très légères, c'est bêta-2 à la demande. Palier 2, c'est corticoïdes faible dose. Palier 3, on augmente chez le grand enfant corticoïdes faible dose associé à un LABA. D'accord. LABA, c'est bêta-2 longue durée d'action. C'est long acting bêta agoniste. Et le palier 4, quand ça ne va pas, c'est corticoïdes inhalés moyenne ou forte dose associé à un LABA, associé à ou non à du montelukast. D'accord? Chez le nourrisson, comme on n'a pas l'AMM pour les LABA, c'est bêta-2 à la demande toujours, corticoïdes faible dose. Palier, on augmente d'un palier, on double la dose de corticoïdes ou bien on associe du montelukast. Et le palier 4, c'est corticoïdes moyenne dose plus montelukast et on associe des périodes intermittentes de corticoïdes inhalés forte dose, par exemple pendant 15 jours, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, en fonction de l'état du bébé. Ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est que le bébé, quand on met une chambre d'inhalation avec sa respiration, le taux de pénétration du corticoïde inhalé est faible. Donc, il faut pas se dire, ah, on n'a pas les corticoïdes 50 gamma et tout ça, donc on peut pas donner. C'est pas en fonction du poids. C'est en fonction de la respiration, en fonction de ce qui pénètre et de la pénétration au niveau des bronches. Donc, il y a des petits nourrissons chez qui on donne de très fortes doses au départ, le temps de les stabiliser et on revient après à des doses inférieures. Et bien sûr, je vais pas revenir là-dessus. Éducation, contrôle de l'environnement à chaque étape. Si vous avez un bébé avec un traitement et puis qui est soumis à un tabagisme passif, eh ben vous allez aller dans une escalade thérapeutique et on va pas régler la situation. Comment? Pardon. Alors, le traitement non pharmacologique, bien entendu, on va commencer tabagisme passif, il faut l'éviter. L'éviction des allergènes domestiques, comme on peut. C'est pas une obligation, je veux dire, ça n'a pas montré des... On va diminuer un petit peu la charge allergénique, mais il faut pas être non plus complètement, parce que les études n'ont pas montré d'efficacité extraordinaire. Éviter les allergènes de l'environnement extérieur uniquement en cas de sensibilisation, c'est-à-dire il faut pas aller empêcher l'enfant d'aller jouer, courir dehors, parce que il aurait peut-être une allergie au pollen, pratiquer du sport, faire des exercices respiratoires, éviter la prise de poids, préférer une alimentation riche en fruits. Ce sont des petites choses. Elles n'ont pas fait vraiment la preuve de leur efficacité, mais l'un dans l'autre, l'un à côté de l'autre, ça peut apporter un plus à la prise en charge. Et bien sûr, vaccination anti-pneumococcique, antigrippale. Alors, évaluer l'efficacité du traitement, asthme bien contrôlé, peu ou pas de symptômes, sommeil non perturbé, pas d'absentéisme, activité physique normale, sport, consommation de bêta-2 très faible ou absente, EFR tous les 6 mois, normal ou nettement amélioré, chez les grands enfants qui peuvent la faire. Après, nous, chez le nourrisson, nous, on peut pas la faire. Donc, il faut que l'enfant soit quand même coopérant. Moi, j'arrive pas à avoir des EFR corrects avant 8 ans. Je sais pas vous si vous pouvez le faire, mais moi, je n'y arrive pas. Alors, durée du traitement, arrêt du traitement, suivi de 2 ans au minimum, 1 année asymptomatique à faible dose, EFR normal. On peut se permettre d'arrêter le traitement, surveillance tous les 3 à 6 mois, avec reprise de la corticothérapie inhalée, dès la reprise des symptômes, même légers. Et bien entendu, on fait toujours des fenêtres thérapeutiques en été, chez les enfants, bien contrôlées. C'est-à-dire qui, pendant l'année, les 6 derniers mois, n'ont pas eu de problème. Après, moi, quand j'ai des enfants qui me font une crise d'asthme au mois de mai ou au mois de juin, eh ben, je continue le traitement pendant l'été. Je crois que c'était la dernière. Ou je diminue un peu, exactement. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.